Bonsoir Éric Dupond-Moretti, merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes avocat pénaliste, vous venez de publier votre 4e livre, Le Dictionnaire de ma vie, aux éditions Quairaut. Un des ténors du barreau, adulé, contesté, vous racontez votre vie, vos origines, la passion de votre métier. Le dernier épisode très commenté, c'était la défense d'Abdelkader Mera. Il y a eu aussi l'affaire Théo que vous poursuivez. Il y a eu plus anciennement l'acquittement de Jean Castella dans l'affaire Erignac et tout ça est dans votre livre évidemment, mais on va y revenir. Un mot de l'actualité judiciaire. C'est cette tourmente que traverse Nicolas Sarkozy, qui va en parler dans quelques instants, tout à l'heure, pour se défendre. D'abord, vous avez dit que les conditions de la garde à vue vous paraissaient humiliantes. Est-ce que lorsqu'il est autorisé à rentrer chez lui, et lorsque le juge Tournaire, que vous connaissez sans doute, se rend sur place pour lui signifier sa mise en examen, ça n'est pas un traitement pas si humiliant que cela? Ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est une garde à vue interrompue la nuit. Ça, moi, en 35 ans d'exercice professionnel, j'ai jamais vu. Alors, la question qui se pose, après, moi, je ne connais pas l'affaire et je ne veux pas la commenter. Pourquoi n'a-t-il pas été entendu comme un témoin? Comme Hortefeux, c'est le régime qu'on a choisi pour Hortefeux. Qui est député européen, donc, avec une immunité. Et comme j'ai l'esprit assez mal tourné, je me suis dit, tiens, n'aurait-on pas choisi la garde à vue pour ce qu'elle représente dans l'opinion publique, d'incriminant. Cette affaire, tout le monde sait qu'elle existe depuis longtemps. Est-ce que l'on peut envisager que Nicolas Sarkozy prenne la fuite? Je ne crois pas. S'il a des choses à dire dans cette affaire à différentes personnalités, c'est fait depuis très très longtemps. Justement, alors, il y a un contrôle judiciaire dans cette mise en examen qui lui interdit par exemple de parler à 2 ou 3 personnes qui lui sont très proches mais qui sont aussi citées dans cette affaire. Vous le comprenez? Écoutez, moi, à l'aune du bon sens, je ne comprends pas parce que s'ils ont des choses à se dire, ils se les sont dites depuis longtemps. Non, je ne comprends pas bien, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire que vous avez le sentiment, bon, la mise en examen... Non, mais sur l'affaire, oui, je sais bien, bien sûr. Je ne connais pas les éléments du dossier. Non. Mais c'est tout de même assez singulier. Cette garde à vue qui se termine, je ne sais pas, à 20h. Il rentre chez lui la nuit. La nuit, il peut peut-être communiquer avec ses proches. Je ne comprends pas bien. Et on reprend ça le lendemain. C'est les mots garde à vue qui sont signifiants dans l'opinion publique, selon moi, hein. Quand on a, alors là, je généralise. Vous qui connaissez bien, et on va y revenir, vous êtes très sévère avec l'École nationale de la magistrature. Vous demandez sa suppression dans un long chapitre. Vous expliquez que tous ces jeunes juges qui n'ont pas vécu et qui se permettent, je cite entre guillemets, de décider du sort, de la vie ou de la mort quasiment, même de la mort civile, de leurs concitoyens. Tout cela est incroyable, un problème. Mais quand on arrive à une mise en examen pour corruption passive, financement illégal ou campagne, recel de fonds publics libyens, contrôle judiciaire, etc., ça veut dire comme ça qu'il y a des éléments très consistants où ça peut être une forme d'intime conviction d'un juge. Madame, je ne peux pas répondre à votre question, je ne connais pas le dossier, pardon. C'est un exercice trop difficile, trop périlleux. Je ne veux pas rentrer dans ces... Je suis incapable de répondre à votre question. Non, c'est pas que je la fuis, mais vous comprendrez que c'est difficile de parler d'un dossier que l'on ne connaît pas. Je sais ce que la presse dit. Ça ne peut pas nourrir un commentaire sérieux. Votre condamnation de l'École nationale de la magistrature, est-ce que je disais sur les juges en général, vous n'avez pas le sentiment que ça évolue, que la formation des juges a changé, qu'il y a eu suffisamment d'affaires qui font qu'un certain nombre de juges d'instruction sont un peu plus armés maintenant? Madame, je constate depuis une dizaine d'années une dégradation des relations avocat-magistrat. Je constate même une dégradation des relations magistrat-magistrat. Au pôle financier, par exemple, ne croyez pas que tout soit homogène, hein. Pas du tout, hein. Il y a des écoles, des chapelles qui distinguent les uns et les autres. Il y a des juges qui sont respectueux des droits de la défense, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça, le sérail judiciaire le sait, le grand public ne le sait pas. Mais le sérail judiciaire le sait.
Les avocats le savent, les juges le savent. L'École nationale de la magistrature, elle présente selon moi une difficulté majeure, c'est qu'elle encaste de futurs magistrats dans une fonction qui est déjà infiniment corporatiste. Le risque, c'est qu'un jeune homme, une jeune fille de 25 ans, 24 ans, qui sort de l'ENM, est une tendance à l'arrogance, au fond, parce que c'est un tel pouvoir que le pouvoir juridictionnel. Et ce que je dis, c'est que si, comme dans tous les grands pays d'Europe, les autres, ils étaient d'abord une dizaine d'années avocats, ils apprendraient l'humilité. Parce que quand on est à la place qui est la mienne, on quémande. Et quand on quémande, ben, forcément, on perd un peu de sa superbe. Et on a plus d'empathie, c'est ce que vous voulez dire. Mais vous Oui. avez, vous, adopté plusieurs fois des défenses de rupture. Je me souviens dans l'affaire Tron, il n'y a pas si longtemps, on vous a reproché d'avoir brisé un peu cette loi du silence, ce que vous appelez ce qu'on sait dans le sérail judiciaire. Non, mais alors, moi, je n'ai jamais utilisé la défense de rupture. La défense de rupture, ça a été théorisé par Jacques Vergès. Ça consiste à dire au juge, je ne vous reconnais aucune légitimité à me juger. C'était à la mode pendant la guerre d'Algérie. Bon. Là, je n'ai pas rompu la foi du palais, c'est l'expression consacrée. Oui, la foi du palais, exactement. C'est le off des journalistes, c'est ce qu'on dit. Mais la mauvaise foi du palais. Parce que le président nous a fait venir, et il nous a fait dire qu'il ne se sentait pas très bien à sa place, on a suggéré le renvoi, et puis quand on a demandé le renvoi, il nous l'a refusé. Et c'est devenu « Tron veut fuir son procès ». Alors ça, c'était inacceptable, parce que ce n'était pas le reflet de la réalité. Et j'ai dit, bah, écoutez, maintenant on va dire les choses, et on va dire réellement ce qui s'est passé. Et je n'ai pas été démenti d'ailleurs, puisque le président a reconnu à l'audience que ce que je disais était vrai. Mais dans le fond... Mais Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Paris m'en veut infiniment, au point qu'elle m'a consacré dans son discours de rentrée solennelle un joli chapitre, sans jamais citer mon nom, ce qui n'est pas une grande preuve de courage. Éric Dupond-Moretti, vous avez quand même multiplié en quelque sorte les éclats et vous expliquez pourquoi. Parce qu'il y a une forme d'identification à votre client. Vous expliquez que le rôle de l'avocat, c'est évidemment de défendre aussi l'indéfendable, mais d'être là à côté et jusqu'à tous les moments. Mais vous en êtes fait un peu une spécialité, comme une forme de publicité? Alors, madame, c'est vous qui m'invitez ce soir, ce n'est pas moi qui impose ma présence à vos côtés. Que ça puisse détonner un peu, oui, je l'entends. Mais vous savez, 90% de mes affaires, c'est des affaires dans lesquelles il n'y a pas un journaliste, qui n'intéresse mais strictement personne. Je peux vous dire ce que j'ai fait ces 15 derniers jours. Il n'y avait personne dans la salle d'audience, sauf le client que j'avais l'honneur de défendre, l'avocat général et le président et les deux juges assesseurs. Voilà, la plupart de mes dossiers, c'est ça. Quelques dossiers qui, effectivement, oui, que j'ai cité quand même la chronique. Puis, j'ai pas l'intention, comment dirais-je, de laisser ma langue dans ma poche. C'est ce qui vous caractérise? Ce qui fait que j'ai quelques contempteurs. Oui, détracteurs. Oui. Il faut assumer ça, ce que vous voulez que je vous dise. Oui, ça fait partie Vous l'assumez moyennement, au sens où ça vous a choqué quand même, quand vous avez été critiqué. Par exemple, dans l'affaire Mera, vous avez reçu des menaces, ce qui est très, très violent et très dur, notamment vos enfants. Vous avez été secoué. Bon, il y a un type qui m'a menacé. J'ai fait déposer une plainte. Elle a été déposée par Francis Spinner. On l'a trouvée. C'est réglé. Moi, j'ai demandé 1 euro de dommage-intérêt. J'ai d'ailleurs évoqué ces menaces parce que les policiers souhaitaient rester derrière un rideau en excipant eux-mêmes des dangers qu'ils couraient à venir témoigner à visage découvert, alors que l'un d'entre eux avait donné une interview à la télé à visage découvert avec son nom, son prénom. Ça m'a un peu excité. Donc j'ai dit, mais moi aussi, voilà, c'est dans ce cadre-là que je l'ai évoqué. Mais Mera, ce qui est compliqué, c'est que j'avais le sentiment qu'on remettait en cause le principe même des droits de la défense et d'une défense pour cet homme. C'est pour ça que c'était difficile, effectivement. Oui, c'était un moment difficile. Dans votre livre, vous publiez votre plaidoirie, oui. Qui est très intéressante. Et vous y citez Robert Badinter, qui s'inquiète que, dans le fond, les victimes, les parties civiles parfois, deviennent le centre des procès au lieu que soit respectée, en quelque sorte, la distance nécessaire du juge. Mais sans agressivité de ma part, je vous demande si à aucun moment vous n'avez douté que vos mots, pour défendre votre client, risquaient de blesser les victimes. Et est-ce que dans l'équilibre délicat de cet exercice, vous ne vous êtes pas dit, vous n'avez pas douté de cette défense? Mais non seulement, madame, j'ai douté de cela, mais je crois avoir exprimé l'idée que
Pour des victimes, entendre un avocat se lever et défendre celui qu'ils pensent être l'artisan de leur malheur, c'est une injure. Les mots de l'avocat, quand ils sont consacrés à l'accusé, désignés par des victimes dans un chagrin absolu comme étant celui qui est à l'origine de tout, c'est évidemment quelque chose de terriblement mal perçu. On ne peut pas demander aux victimes d'être objectives. On peut demander aux juges de l'être. On peut demander aux journalistes de l'être. On ne peut pas demander aux victimes de l'être. Mais qu'est-ce qu'on demande à l'avocat de celui qui est accusé, en l'occurrence? Est-ce qu'on ne lui demande pas de ne pas être trop provocateur, de ne pas avoir plus que de la compassion, mais aussi de l'empathie pour les victimes? Madame Routel-Krief, la phrase que l'on m'a reprochée, c'est quand j'ai dit à la mère de Meyrin que son fils était mort. Je suis allé voir la époustouflante pièce que joue Patrick Timsit sur un texte d'Albert Cohen, Lettre à ma mère. Et à un moment, il s'adresse à sa mère morte et il lui dit « Mais une mère aime son fils même quand il n'est pas beau, même quand il est veule, même quand il est lâche, et moi j'ajoute même quand il est un terroriste. » Voilà, c'est Madame Meyrin. Et je pense que ces larmes-là s'ajoutent aux larmes des victimes. Elles se confondent peut-être pas, mais elles ne s'opposent pas en tous les cas. J'ai eu ce mot pour dire, écoutez, maintenant, il y a 3 heures qu'on l'entend, on sait qu'elle a menti. Qui a blessé un peu, évidemment. Mais qui a blessé, bien sûr, parce que tout blesse, tout est à vif, c'est tellement passionné, passionnel, difficile, c'est tellement une douleur intense que je l'entends bien, tout ça. Mais je dois dire aussi... Et quand vous dites c'est un honneur de défendre Abdelkader Meyrin, pour un avocat, évidemment. Oui. Mais bien sûr, madame. C'est pas de la provocation. Mais pourquoi c'est de la provocation? On a contesté le fait qu'il puisse être défendu. On a contesté le fait que l'avocat se lève et fasse part d'un certain contradictoire. Je me souviens, d'ailleurs, j'avais refusé toute intervention médiatique parce que j'étais totalement inaudible. C'est vrai que vous avez refusé les invitations. Totalement inaudible. Et il fallait bien un moment que l'avocat s'exprime. Ce que j'ai fait à l'audience. Et donc, bien sûr, ce que vous dites, je ne le méconnais pas, mais il n'y a pas d'autre façon de défendre. Je n'ai pas été... Vous savez, penser que parce que vous êtes l'avocat d'Abdelkader Meyrin, vous n'avez pas de compassion pour les victimes, c'est quelque chose d'hérétique. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, mais en même temps, quand vous apportez la contradiction, vous dites qu'il n'y a pas de preuve de sa culpabilité, ce que la cour d'assises a retenu sur le volet assassinat, vous entendez des cris d'orfraie qui sont poussés par des victimes à qui on a livré un faux coupable, à défaut d'avoir livré le vrai, puisque le vrai, il s'est fait tuer par les services de police, c'est Mohamed. Tout est là. C'est difficile tout ça. Tout est dans votre livre. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau pour en parler. Le dictionnaire de ma vie, avec notamment cette plaidoirie, mais aussi bien d'autres choses sur vous. Éric Dupond-Moretti, merci.